La différence entre notre sport et d'autres sports, c'est que les gens ne puissent pas voir le travail effectué vraiment dans la voiture, au niveau des bras, des jambes, des mouvements, des yeux. Et ça c'est un petit peu dommage. Et c'est pour ça que ça restera quand même un mythe. Le pilote de Formule 1, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas approcher comme ça, parce qu'on ne le voit pas vraiment dans l'effort. Quand on a une passion très forte, on ne pense qu'à ça. Alors depuis l'âge de 17 ans, je ne pense qu'à ça. C'est aussi un secret de la réussite, d'une certaine manière. What are the main differences between the 70s when you drove a Formula One and now? I don't think there are many differences. I think the sport of motor racing, Grand Prix racing, has changed so rapidly since the very beginning, since the 100 years of racing. And the driver, the personality of the driver remains exactly the same. Whether it was Nuvolari, whether it was Fangio, whether it was Jim Clark or Niki Lauda or Alain Prost today, it's the same type of man, the same type of personality. Of course, technically it has changed. But that's the whole essence of Grand Prix racing, technical change, constantly improving. And Grand Prix racing today is exactly the same spirit as it was when it all began. Okay. Could we say then turbo cars with more than 100 horsepower, more than 1,000 horsepower, sorry, are really more difficult to drive than atmospheric cars? The arrival of the turbo power in the last 10 years has been very impressive. And today, for Alan to drive a car with 1,200 horsepower, for example, is technically very difficult. But of course, again, the change has been very marked. When I first drove Formula One, there were very small tires. And of course, the tires became much larger. The difference of driving technique changed dramatically in that period. And many of us found it complicated to create that difference of change. And I think the same type of change came for Alan to drive normally aspirated, because when he arrived in Formula One, he's old enough to remember normally aspirated. But now he drives turbo, so that change has been accommodated. It's more difficult, but the next generation will have another problem to accommodate. Do you agree with Jackie Stewart's opinion? Yes, I agree 100%. I think it's at the moment with turbo car engine we get many problems, especially about the safety point of view, because the cars are very quick. But I think at their time, if we want to speak about the power and the safety was not as good as we have at the moment, especially on the track. So it's they made their time. We are making our time, and it's the best drivers are always the best drivers. They are always going to the best teams. So I think we can compare very easily. Jackie Stewart, what do you think of Alain Prost as a driver? Do you think he's the best? As a skier, he's a fantastic driver.
vie, bon, déjà, elle est partagée en deux, hein. C'est l'avant Formule 1 et l'après Formule 1, ou l'avant-course et l'après-course plutôt. Alors, avec des périodes un petit peu difficiles. Le premier bon moment, c'est la siesta à Antibes, carte de location, où j'étais en vacances avec mes parents. Et c'est là où la première fois que je touche un karting. J'avais 14 ans, j'avais le bras dans le plâtre. Et je fais une petite course de club que je gagne d'une main. Ce jour-là, c'est l'origine de votre vocation. Oui, déjà, le départ, c'est ça. C'est-à-dire, ce jour-là, je dis, c'est fantastique, il faut absolument que j'essaye de faire du kart. Mais aucun moyen, pas d'argent, les parents complètement contre. Donc déjà un petit peu des problèmes. Et puis, donc après, c'est 2 ans, 3 ans après, je fais des économies pendant 2 ans ou 3 ans. J'essaie de grappiller un petit peu quelques sous. Et je m'achète à un prix vraiment dérisoire un karting d'occasion, contre l'avis de mes parents, bien entendu, encore une fois. Ça, c'est un petit peu la deuxième période. Et là, pendant 1 an, je fais des compétitions qui ne marchent pas tellement bien, puisque le karting ne marche pas. Et puis, donc, la troisième étape, je travaille un petit peu avec mon père aussi en allant à l'école. Et je m'achète un karting neuf. Et là, c'est un petit peu le déclic sur le plan des résultats. Donc, je suis champion régional et champion de France. Et puis, donc, ça, c'est la période du karting. Et puis après, il y a... Vers 17 ans. Oui, vers 17 ans. 17-18 ans. Et après, il y a le Volant Elf, c'est-à-dire l'école de pilotage au circuit du Castellet, qui m'a été payé par la fédération puisque j'avais été champion de France de karting. Et là, on sait que le premier gagne une bourse de pilotage importante, puisque ça couvre un budget complet pour faire une saison de Formule Renault. Et donc, j'ai gagné cette école de pilotage. Donc là, c'est le vrai déclic entre je dirais, la passion qui est, bon, c'est de l'amateurisme complet, ça ne nous amène à rien, c'est le karting, à quelque chose qui peut aboutir concrètement à une carrière fantastique qui est la course automobile, avec déjà un statut de pilote, je dirais, semi-professionnel. J'ai appris beaucoup d'abord, surtout physiquement, parce que c'est très dur physiquement. Le circuit est très bosselé, très dangereux aussi, donc j'ai appris, disons, à être un petit peu en delà de la limite, parce que avec une voiture assez difficile à conduire, c'est toujours difficile d'être à la limite sur un circuit comme ça. Et en risquant une sortie de route, on risque vraiment de se faire très très mal. J'ai l'impression de faire de la Formule 1 pour la première fois. Parce que l'année dernière, j'étais dans une voiture pas très compétitive. Et là, je m'aperçois que tout de suite, la voiture a d'énormes qualités, un énorme potentiel. Et ça me fait très plaisir non seulement de conduire une Formule 1 compétitive, mais j'ai les moyens, je pense, de la développer, de la faire progresser. Et c'est encourageant pour l'avenir, surtout. Ma voiture, j'ai l'impression de toujours faire corps avec. Je sais pas comment dire, c'est pas comme une personne, comme un être humain, mais c'est... Quand on voit ces animaux, les dinosaures et tout ça, en réalité, ça fait peur, et puis ça laisse pantois, ça impressionne. Pour moi, ma voiture, c'est pareil, c'est quelque chose de très dangereux, mais j'essaye de la dominer, mais c'est souvent elle qui me domine. Et on a une relation un petit peu bizarre ensemble, mais pour moi, c'est un bijou, c'est quelque chose de fantastique. Toujours moi, quand j'arrive le matin, de toute façon, la première chose que je fais, c'est voir ma voiture. Je sais que, par exemple, mes mécaniciens n'ont rien changé si je ne sais pas, si je suis pas au courant, mais ne serait-ce que voir la carrosserie propre,
les roues bien nettoyées, etc. La voiture qui était complètement démontée la veille, puisqu'on démonte tout le temps les voitures, on change beaucoup de choses dessus, de l'avoir remontée comme ça, propre, prête à partir, j'ai qu'une envie, c'est de monter dedans. Et à chaque fois que je monte dans ma voiture, ça peut être pendant une semaine d'affilée, tous les jours, j'ai toujours beaucoup de plaisir. Et quand elle vous trahit? Quand elle me trahit, je lui pardonne. Les rapports avec une équipe, c'est très complexe, c'est très difficile à expliquer. Vous savez, une équipe, ça se comprend d'à peu près une centaine de personnes. Mais on ne travaille pas avec 100 personnes à la fois, on travaille pendant les essais, on travaille avec une dizaine de personnes, pendant les courses, on travaille avec une trentaine ou une quarantaine de personnes. Dans les membres de l'équipe, vous avez des mécaniciens, vous avez des ingénieurs, vous avez des sponsors, vous avez des gens qui vous accompagnent. Et tout ça, ça fait partie de tout un groupe, de toute une équipe. Alors, il est très difficile de, par exemple, d'être copain avec un mécanicien. Pour moi, j'ai jamais été ami. Copain, bien entendu, mais pour moi, j'ai jamais été ami avec un mécanicien. Et je pense que ça paraît peut-être un petit peu dur d'extérieur, mais je crois qu'il est absolument impossible d'être ami. Pourquoi ami avec un mécanicien ou deux et pas avec les autres? Je pense que ça crée certainement un sentiment assez malsain au niveau de l'équipe. Alors je crois que pour moi, la meilleure relation avec l'équipe, c'est un petit peu, je crois personnellement, celle que j'ai ou celle que nous avons dans l'équipe Marlboro-McLaren, c'est que tout le monde est absolument copain, mais vraiment copain. Mais par contre, dans le domaine du travail, ça ne va jamais plus loin, en fait. C'est une relation vraiment de travail au départ, et chacun a un respect énorme pour l'autre. J'ai un respect énorme pour mes mécaniciens. Vraiment, je ferai n'importe quoi pour eux. Mais je ne suis pas du tout, en plus, je n'ai pas le caractère à aller leur taper sur l'épaule en leur demandant ce qu'ils font. You're the creator of this car, the brain behind the engine. What kind of a man is Alain Prost professionally? He's completely dedicated. That's the first thing that comes across when you work with him. And he's obviously an exceptionally talented driver. He has a natural driving ability. That natural driving ability allows him to operate in a more relaxed way in the car. And so I think for me, at the moment, he is the complete driver in Formula One. Some drivers seem to be very romantic and take a lot of chance. He gives the impression of being classical, cool. That's clean, right. as they say in French. That's right. I think that comes back to my first statement, which is that because of his natural talent, he doesn't have to force it to achieve the performance, and therefore he always has a little bit left, and this gives him the capability of operating within himself, and therefore he is never stretched. Would you say that as a technician he understands more about engines than other drivers? Well, I think he is quite a mechanical person, and he certainly follows everything that happens on the car very closely. And because of his dedication, he can remember setups on the car from 2 years ago, 3 years ago. And he will know after a certain time in the season, he will know exactly what to do with the car to make it operate the way he wants it to. You can't see a single fault in him as a driver? As a driver, Frankly. Well, for me, he's become even better this year, which surprises me because
I think there must be, before you win the first World Championship, there is enormous motivation because you have the main goal to achieve. And I'm always surprised when people have the same drive afterwards. We've seen people going flat after. Yes, yes, and I feel it's a natural reaction because of the pressures of Formula One, the effort that it takes. The natural reaction is to just relax a little bit. And with Alan, I mean, even in the testing in January, he seemed to me to have the attitude that, you know, he'd almost forgotten about winning the World Championship and was already thinking about winning again, which surprised me. T-shirts left in the bag? No, I tried to find one in your bag this morning. I did in yours. Yeah? Yeah. That's my T-shirt from tonight. Il y a deux sortes de concurrents. Il y a l'adversaire, enfin, qui est dans une autre équipe, et il y a le coéquipier qui est aussi, lui, un concurrent. C'est souvent celui-là le plus redoutable, car c'est la seule, c'est les talons. C'est la seule manière de vous étalonner par rapport à un autre pilote, puisque c'est celui qui conduit la même voiture. Donc c'est avec lui que c'est le plus difficile, et c'est avec lui, justement, Niki Lauda, que j'ai eu la meilleure relation d'amitié. Cosa pensi di Alain Prost? I know him very well because I've driven with him many years, and I think he's one of the best in Formula One. Tu hai parlato di Prost pilota, di Prost uomo? I never had a problem with him. I always liked him as a person and as a pilot, and I think it will never change. La chance, elle va faire, c'est le petit coup de pouce, mais vous ne gagnez jamais une course grâce à la chance. Si vous la gagnez, c'est peut-être parce que les autres en ont eu un petit peu moins que vous, ou ils ont eu des problèmes, ou leur voiture n'était pas aussi bien préparée, etc. Mais vous ne gagnez jamais une course grâce à la chance. Mais de temps en temps, je pense qu'entre deux pilotes, ou entre deux équipes, sur l'ensemble pas d'une course, sur l'ensemble d'une saison, sur l'ensemble d'une carrière, il y a des pilotes un petit peu plus chanceux, c'est vrai, ou qui ont un petit peu plus de réussite. Mais ça compte très peu. J'imagine que la peur, et surtout la peur de la mort, joue un rôle dans votre métier.
Oui, disons qu'elle est toujours là, de toute façon. Je suis de naturel anxieux. La mort, à la limite, me fait moins peur que l'accident qui me laisserait vraiment des séquelles pendant toute ma vie, la paralysie ou des choses comme ça. La vieillesse me fait peur, donc je veux dire, la mort pour moi, c'est pas quelque chose qui m'obsède. L'accident lui-même m'obsède un petit peu. Comment ça se manifeste pendant la course? Ça se manifeste souvent avant ou rétrospectivement. Comme à la guerre, souvent. Mais pas vraiment pendant la course ou pendant l'événement. Même si une fois vous vous accrochez avec un pilote ou vous manquez un petit peu de sortir de la route dans un endroit très dangereux, bon, comme on dit ça, on se fait une petite chaleur, et puis ça repart tout de suite. Par contre, rétrospectivement, après la course, 2 heures ou 3 heures après, on se dit, tiens, si j'étais sorti de la route ici, là, j'aurais pu vraiment me faire mal ou j'aurais pu me tuer. Ou avant la course, quand on inspecte un circuit, on dit, tiens, ce virage, on s'imagine les moments ce que pourrait être, par exemple, une casse mécanique dans un virage comme ça. Et c'est ça vraiment la peur. C'est un peu l'angoisse, mais je crois que c'est tout à fait normal. En tout cas, moi, je dis que je suis angoissé. Moi, je dis que j'ai peur de l'accident. Et je pense que ceux qui ne le disent pas, soit ce sont vraiment des inconscients, et j'espère qu'il y en a de moins en moins parce qu'ils nous font prendre des risques à tous, ou alors ce sont des menteurs. Qu'est-ce que je fais là? Je pourrais prendre ma retraite. Une fois, je me souviens. Deux fois même. Pendant l'accident de Didier Pironi, quand il m'a sauté dessus, puisque c'est avec moi que ça s'est passé, quand il m'a accroché. Et donc j'étais vraiment le témoin premier de l'accident. Et quand j'étais le voir à la voiture, donc c'est là où je me suis dit, qu'est-ce que je fous là? Et la deuxième fois, c'est l'accident de Gilles Villeneuve aussi à Zolder. Puis le lendemain, j'ai couru presque comme d'habitude, parce que je crois qu'au fond de nous-mêmes, on doit avoir quand même, je sais pas s'il nous manque quelque chose ou s'il y en a quelque chose en plus, mais je crois qu'on n'est pas normaux, quoi. Vous êtes croyant? Très croyant. De quelle manière? Je suis croyant. Catholique? Oui, catholique, bien sûr. Pratiquant? J'ai été pratiquant, mais qu'est-ce que ça veut dire pratiquant? Vous savez, la messe est toujours à l'heure du warm-up le dimanche matin. Ma préparation, c'est difficile vraiment à expliquer parce qu'en Formule 1, il n'y a vraiment rien de précis. Par exemple, quelqu'un qui fait de l'athlétisme, puisque j'en ai fait un petit peu, ou même du football, a toujours son entraînement soit le soir, soit le lundi, le mercredi, le vendredi. Tout est programmé, on est tous ensemble. Nous, personne nous entraîne personnellement. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment d'entraîneur qui nous dit il faudrait que tu fasses une demi-heure de jogging, il faudrait que tu fasses un petit peu de vélo. Donc c'est tout à nous de prendre ça en considération et de le faire, ou d'avoir envie de le faire.
J'ai pas du tout une envie, en tout cas, qu'on donne une image de moi. Je sais pas exactement l'image que j'ai, mais je crois que sur le plan personnel, quand je suis avec des amis, j'aime beaucoup rire. Je peux même boire un coup, ça m'arrive. Et c'est certainement pas l'image que j'ai au niveau de la presse spécialisée et au niveau des gens qui me connaissent en tant que pilote. Il y a un moment pour tout. Il y a un moment pour le travail, il y a un moment pour l'amusement, il y a un moment pour la vie de famille, il y a un moment pour la détente, pour le loisir, pour le sport. Et ça fait partie d'une vie. C'est génial, tu joues vraiment de plus en plus mal, hein. C'est vraiment pas de chance. Devant Boinard en plus, tu joues mal. C'est con pour toi. Enfin, j'ai gagné au tie-break 7-6. 7, non, combien 7-4. Ouais, il manque un 7. Bon, c'est pas mal, tu racontes. Hein? La meilleure préparation, c'est justement de déconnecter. C'est toujours ce que j'ai fait depuis que je cours. C'est-à-dire que quand je suis à mon métier, j'y suis à 100%. Ça ne m'empêche pas, bien entendu, de penser à ma famille. Mais quand je suis dans ma maison, j'essaye aussi de penser le moins possible à la course. Il faut y penser parce qu'on a toujours du travail, ne serait-ce qu'appeler l'usine, discuter avec les ingénieurs, s'occuper de la course prochaine, le réglage des voitures, etc. Il faut y penser. Mais quand je suis dans ma maison, je déconnecte complètement. C'est-à-dire que, bon, par exemple, ni ma femme, ni mon fils, ni personne dans ma maison, normalement, ne me parle de course automobile. Que je gagne ou que je perde, normalement, quand j'arrive le dimanche soir ou le lundi matin à la maison, c'est fini, on a tout oublié, on pense à la prochaine course. C'est une question d'organisation, mais en tout cas, ça n'a rien à voir avec la pensée de la course, comme ça peut certainement exister. Je suis pas obnubilé par la course, en tout cas, quand je suis chez moi. Ça, c'est très important, car ça me permet de me déconcentrer, de me concentrer sur autre chose et de ne pas penser à tous les problèmes que je pourrais avoir, spécialement depuis que je suis installé ici. J'ai l'impression d'avoir séparé encore plus que d'habitude ma vie privée et ma vie de pilote. Ça allait très très bien, j'étais très optimiste. Alors peut-être qu'on a fait quelques bêtises sur le plan technique, on a changé les turbos,
parce qu'on voulait être sûr, en cas de pluie, puisqu'ils avaient annoncé aussi un peu de pluie, d'avoir un moteur très souple à bas régime. Et Niki avait essayé des petits turbos, donc il a fait le meilleur temps avec ça, et je pensais que c'était plus sûr. Et puis le moteur n'a pas aussi bien marché, il a ratatouillé aussi un petit peu au début, donc les freins étaient pas terribles, mais surtout je crois que c'était la course tactique que je voulais livrer, et j'étais pris un petit peu à mon propre piège, dans la mesure où j'ai voulu attendre au maximum, et puis j'ai attaqué qu'à la fin. Mais je crois que j'ai pas de regret quand on sait qu'au contrôle technique, la Ferrari avait encore une dizaine de litres d'essence, alors que moi, avec mon ordinateur, j'ai fait toute la course pour arriver encore une fois avec un litre d'essence dans le réservoir. C'est ce qui s'est passé. J'aurais pas pu aller beaucoup plus vite. Alors en plus, rattraper les Ferrari, c'était bien, mais les dépasser, c'était absolument impossible puisque mes freins n'étaient pas parfaits, la voiture n'était pas super. Donc, somme toute, je suis satisfait des 4 points puisqu'il faut quand même marquer quelques points. De temps en temps, ça fait presque un an que soit je gagne, soit je casse. C'est le premier podium depuis très longtemps. champion du monde avec McLaren, vous avez seulement failli l'être avec Renault. Vous savez pourquoi? Moi, j'ai toujours su pourquoi. Je pense que je me suis jamais voilé la face et j'ai toujours dit pourquoi on n'était pas champion du monde. Et je crois que malheureusement, ils n'ont pas su tirer les leçons de cet échec. Depuis le temps, je pense que Renault aurait dû être champion du monde, je pense, minimum 2 fois. En 82, notamment, et en 83. Et tout ce que j'ai dit au sujet de Renault, c'est parce que j'avais envie de gagner le championnat du monde avec eux. Et ça a toujours été mon gros regret, ne pas avoir été champion du monde avec une écurie française.
c'est pas encore perdu pour moi, mais je crois que pour eux, ce sera très dur, même s'ils veulent revenir peut-être dans, ce que j'espère en tout cas, peut-être dans un an ou deux, on ne sait jamais. La Formule 1, pour moi, ça a d'abord été un sport et une passion, et maintenant c'est devenu un métier. Et ça, il faut absolument l'apprécier à sa juste valeur, il faut le préserver. Pour le préserver, il faut essayer de ne pas tout mélanger, parce que je pense que j'apprécierais pas autant si je considérais ça toujours uniquement comme un sport ou une passion. Je le considère comme un métier, et je crois que c'est pour ça que je le fais, j'ai l'impression, mieux que certains, car pour moi, c'est une profession à part entière. Il faut que je m'y consacre quand je suis dans mon domaine à 100%. Il n'y a aucune place pour ma femme ou pour ma famille sur un circuit, si ce n'est sur certains où elle peut m'apporter peut-être un certain équilibre, mais c'est très rare. J'ai travaillé beaucoup dans cette maison, ça me plaît pas encore, ça me plaît pas encore complètement. Je sais ce que je veux changer, et malheureusement, je suis assez impatient et bon, par exemple, cette table, je vais la changer. Et ça m'énerve tous les jours que je la vois. Je dis, je vais changer cette table. Les pommiers devant, je vais les couper. Et tous les jours, je vois ces pommiers. Je dis, tant qu'ils ne seront pas coupés, je ne serai pas complètement heureux. Mais ça fait partie de mon caractère. Il y a des choses que je veux faire, que je veux changer. Et je voudrais tout avoir tout de suite. Mais par contre, j'oublie pas. Hein, même si c'est dans 6 mois, de toute façon, je la changerai. Vous verrez, la prochaine fois que vous reviendrez, elle ne sera plus là. Vous la changez parce que vous en avez vu une autre? Non. Non, c'est parce que je pense que c'est pas vraiment l'idéal. C'est pas vraiment l'idéal, à mes yeux, dans le décor, tout ça, c'est quelque chose que... Il y a certainement quelque chose qui irait mieux, là. Alors, tant que je vais le trouver, il n'y a pas de problème. Je vais le trouver.
toujours eu un bureau partout où je me suis installé, que ce soit en France ou bien entendu en Suisse. J'ai toujours voulu avoir un bureau à la maison parce que c'est indispensable pour moi. C'est l'endroit d'abord où je travaille, où je dois passer mes coups de fil, où je dois faire mes papiers. Je ne suis pas simplement un pilote de Formule 1, j'ai quand même des activités extra-sportives et donc je dois avoir une occupation autre que celle d'un pilote de Formule 1 normal. Et pour ça, j'ai besoin d'un bureau. Malgré tout, celui-là, c'est quelque chose de complètement différent. Il fait part entière, bon, dans la maison, il est juste au-dessus de ma chambre à coucher et il est complètement isolé. C'est-à-dire que quand je veux me mettre à l'écart de tout le monde, même des gens qui sont dans la maison ou des invités, je me réfugie dans ce bureau. Je peux travailler tranquille et j'ai tout ce qu'il faut pour être bien. J'ai un petit salon, j'ai ma télévision, j'ai une salle de bain, j'ai une petite salle de gymnastique et je peux me mettre à l'écart et me concentrer sur ce que je veux. C'est vraiment un refuge qui est très très important pour moi car même à la maison, de temps en temps, j'aime bien me retrouver seul. Alors il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a pas de gros trophées ou de souvenirs. Je ne suis pas vraiment un amateur ou un collectionneur de trophées. Je les ai donnés pendant très très longtemps à ma famille, à mes parents. Et puis maintenant, depuis 84, je les donne à McLaren. C'est eux qui les gardent pour moi. Et même si je le regrette un jour, en tout cas pour l'instant, je n'y pense pas trop. Il y a simplement quelques casques que l'on voit ici qui représentent tous quelque chose. C'est pour ça que je les ai. Bon, celui-là, c'est le dernier casque que j'ai utilisé quand j'étais chez Renault, qui représente une époque. Celui-là, c'est ma première victoire, toujours avec la Renault en 80 à Dijon. Celui-ci, c'est le casque avec lequel j'ai été champion du monde à Brands Hatch en 85, certainement le plus important pour moi. Et puis, celui-là, c'est la première victoire chez McLaren. Et puis 2-3 tableaux qui symbolisent pour moi une partie de ma carrière. Brands Hatch en 84 avec Niki Lauda, certainement le meilleur équipier que j'ai eu, en tout cas celui avec lequel je me suis le mieux entendu. C'est une photo qui est en même temps un symbole. On est tous les deux devant nos voitures, je l'aime beaucoup. 84, la victoire au Brésil. Et puis cette photo de toute l'équipe McLaren en 84 après le premier titre de champion du monde. Certainement une de mes meilleures saisons, même si elle n'a pas été couronnée par le titre, en tout cas sur le plan de l'ambiance, ça a été fantastique.
mecânico da McLaren no pódio para entregar o troféu de vencedor, o litro do total Adelso Carneiro. O ministro do Comércio e Turismo, Ferreira do Amaral. Je ne me suis pas programmé pour être champion du monde parce que je pense que dans ce métier, justement, du fait de l'aspect mécanique qui compte quand même énormément, vous savez, d'une année à l'autre, vous pouvez retrouver avec une voiture qui ne marche pratiquement plus. Donc, j'étais pas programmé comme ça, mais j'ai suivi mon chemin et c'est surtout... j'avais cette philosophie, j'avais cette idée. À partir du moment où je fais... Je crois que j'étais très professionnel depuis le début de la course. J'avais envie que tout le monde me suive derrière, en tout cas ceux qui travaillaient avec moi. Et à partir du moment où ils ne le faisaient pas tout le temps, bon, ben ça, il y avait quand même des problèmes. Mais j'ai toujours suivi mon idée et je crois que maintenant, sans rien changer, j'ai jamais j'ai jamais appelé les gens j'aurais jamais dit aimez-moi, suivez-moi. Je n'ai jamais rien fait. Je pense que les gens maintenant m'aiment beaucoup. Alors je crois que c'est aussi parce que je gagne, parce que j'ai gagné, parce que j'ai été champion du monde. Mais en étant champion du monde, j'ai prouvé justement aux gens qui m'ont critiqué 2 ans, 3 ans avant que c'était moi qui avais raison. Et c'est ça ma plus belle victoire. Mais j'en suis pas fier, j'en suis simplement rassuré. Et là maintenant, bon, j'ai je crois l'image de quelqu'un qui gagne et qui ne se trompe pas sur le plan professionnel. Et je crois que c'est l'idéal. Et ça me rend encore plus serein que je pourrais l'être. Thanks, so slow. No, you're good.